Communication, école, Europe, ce sont des mots forts, des mots porteurs de sens, des mots porteurs de valeurs aussi, que nous souhaitons partager, faire partager à nos élèves, que ce soit au lycée Jean-Pierre Vernant ou dans les autres établissements qui nous rejoindront. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, c'est au-delà des murs de chacun de nos établissements, au-delà des murs que nous pouvons partager des idées, partager des accords quelquefois, partager des convictions. Et avec vous tous, les élèves, c'est construire l'avenir de l'Europe. Vous entendrez en premier M. Jean-Marie Cavada. Nous abandonnons au plaisir de l'écoute. Vous avez publiquement parlé de votre passion pour l'école. Le métier de communication, c'est le vôtre, et l'Europe, c'est tous les jours, et sans doute pour très longtemps encore. Quant à l'éducation et les nouvelles technologies, il n'y a pas mieux pour nous en dire ce qu'on doit en faire actuellement. D'abord, je vous remercie de votre accueil. Je vous remercie, Madame Floch, d'avoir aidé, abrité et encouragé le développement de ces projets qui réunissent les personnes qui sont autour de cette table et dans cette salle. Et je dirais, parmi ce qu'il y a de meilleur dans notre société, et pour que les choses, comme les escargots, je veux laisser une trace, pour que les choses soient dites très clairement, je pense que les éducateurs, sous quelque forme qu'ils soient, et au premier rang d'entre eux, les enseignants, sont les personnes les plus importantes avec ceux qui s'occupent de la santé dans un pays, dans une démocratie, dans une république. Je le dis parce que je sais que le climat n'est pas toujours à ce beau fixe, mais ce 9 mai est une très bonne date pour le rappeler. Pour vous parler directement, mesdemoiselles et messieurs, le 9 mai est une date extrêmement importante qui, sans doute pour beaucoup d'autres que vous, pour beaucoup de vos camarades, passe totalement inaperçue. Vous savez, les peuples qui n'ont pas d'histoire, les gens heureux, n'intéressent personne. Et d'une certaine manière, l'Europe n'intéresse pas parce que, finalement, tant bien que mal, ça marche. En tout cas, si ça ne marche pas suffisamment à mon gré et au gré de beaucoup de personnes, on doit aller plus loin. En tout cas, ça fonctionne suffisamment bien pour que nous ayons bénéficié des bienfaits de l'Europe. Mesdemoiselles et messieurs, vous avez entre 15 et, on va dire, 18 ans. Imaginez ce qu'a été le destin de jeunes gens qui avaient entre 15 et 18 ans en 1940, ce que vos livres vous font connaître, ou en 1945. C'était une génération qui a été broyée partout en Europe, qui a été sacrifiée à la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait entre 6 et 7 millions de morts, qui a inventé la destruction industrielle des humains par eux-mêmes. On a raflé des gens au motif que les uns étaient juifs, que les autres étaient homosexuels, que les troisièmes étaient communistes, que les quatrièmes étaient roms, c'est-à-dire gitans, et que les cinquièmes étaient des opposants politiques qui déplaisaient au Reich, à Hitler et à son système politique et surtout policier, qui fut une horreur. Et ce que cette guerre a inventé, comme quoi les hommes, les femmes et les hommes sont ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire dans la société, nous devons nous méfier de nous-mêmes, nous devons aimer, nous ouvrir, essayer de connaître, de comprendre, et nous devons défendre notre voisin, quelle que soit la distance où il est par rapport à nous, mais nous devons nous méfier de nous-mêmes, puisque cette Deuxième Guerre mondiale a inventé la destruction industrielle. On a raflé les gens, on les a mis dans des trains, on a confisqué les voies pour amener tous ces gens vers des camps d'extermination qui se situaient en Europe centrale. Et c'est ainsi que des Européens ont exterminé d'autres Européens. Ce ne sont pas des sauvages venus de la planète Mars, c'est nous, des gens comme nous. Je vous le dis, mesdemoiselles et messieurs, parce que ceci doit rentrer, non seulement pour ceux qui étudient la philosophie, c'est-à-dire
au fond, la mécanique du cerveau, la réflexion. Mais à tout âge que vous ayez, aussi jeune que vous soyez, dans la rue, plus tard dans vos métiers, avant d'avoir un jugement sur autrui, vérifiez au moins à 2 ou 3 sources que ce que vous avez entendu est réel, est vrai, est exact. Car quand on n'a pas cette disposition de l'esprit, bien évidemment, on sombre dans l'hostilité, le nationalisme, c'est-à-dire la défense exacerbée de sa patrie, de sa nation. Il faut défendre sa nation, mais pas au point de vouloir s'abstraire de toutes les autres, etc. Pourquoi le 9 mai est-il un jour exceptionnel? Parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, il y a eu, et ceux qui ont une culture, je dirais, religieuse, d'une certaine manière, un peu quelle que soit cette Église, vont me comprendre directement. Il y a eu un miracle. Il y a eu dans la politique européenne un miracle. Les gens de ce continent qui s'étaient, durant 3 guerres, 1870, 1914-18, 1939-45, les Européens qui pendant, et notamment les Français et les Allemands, qui pendant 3 guerres s'étaient entretués, étripés, exterminés, dans une barbarie dont on n'aurait même pas imaginé que c'était possible, essentiellement d'ailleurs entraînés par la convoitise des richesses que détenaient l'Allemagne et la France dans l'Est, autour du Rhin, le charbon, l'acier, la construction mécanique, les aciéries, le fleuve, le Rhin, la puissance sur le Rhin, qui domine le Rhin a une puissance pour laisser passer ou non les autres. Eh bien, ces éléments qui font qu'on s'est battu pendant 3 guerres mondiales, tout d'un coup, comme une sorte de renversement, sont devenus l'objet de la coopération amicale. Ce que je vous dis s'est passé en moins de 5 ans. En 1950, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce pourquoi on s'était étripé est devenu un objet de coopération, et les mêmes qui étaient avec des casques, des chars, des avions, des bombes, des navires, les uns contre les autres, se sont mis autour d'une table et ils ont fait une chose formidable. Ils ont pris le charbon qu'on essayait de s'arracher, l'acier qu'on essayait de s'arracher, le Rhin, la construction mécanique, les richesses agricoles qu'il y a autour, et ils ont dit « Ceci fera désormais l'objet de notre coopération amicale ». 6 pays se sont mis autour de la table pour le faire. Retenez-les bien parce que ce sont des pionniers à qui nous devons la prospérité dans laquelle vous, jeunes gens, vous êtes la 3e génération à ne pas connaître la guerre. En tout cas, la 2e, c'est clair. Et plutôt la 3e. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du continent européen. 70 ans pratiquement maintenant sans guerre. Ces 6 pays sont la France, l'Allemagne, donc les 2 ennemis héréditaires, l'Italie, il faut retenir ceux-là, et après vous retenez un sigle, Benelux, Belgique, Luxembourg, Netherlands, c'est-à-dire Pays-Bas. Les 6 fondateurs se sont mis autour de la table en 1950, ont créé un club qui s'appelait la CECA, C-E-C-A, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et ils ont décidé de coopérer. C'était la base de la construction européenne. Si je vous dis ces choses, c'est parce que je sais bien qui vous êtes. Et je vais vous le redire, parce qu'on ne sait jamais bien qui on est soi-même. Vous êtes des jeunes gens habillés exactement comme les dizaines de millions de jeunes Européens, et d'ailleurs les centaines, qui sont dans les différents pays autour de vous. Ils vivent en jean, en basket, ils vivent avec des polos, avec des sweatshirts, avec des t-shirts, ils écoutent la même musique, avec les mêmes iPods, venus des mêmes endroits, ils vont aux mêmes concerts, ils mangent mal comme partout. Bref, vous vivez tous de la même manière. Si vous vous tendiez la main à travers l'Europe, les adultes prendraient une leçon magistrale d'une affectueuse amitié que les jeunes créeraient en se tendant la main. Il n'y a rien de plus important pour votre prospérité, pour vivre en paix. Ne croyez pas que vous ne connaîtrez pas la guerre. Peut-être que vous la connaîtrez. En 1910, les jeunes gens qui avaient votre âge pensaient qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Je veux que vous mesuriez en ce jour du 9 mai cette sorte de bénédiction extraordinaire qui fait que
grâce à l'Union européenne. On ne se bat pas. On se défend dans la crise économique et financière mondiale, même si ça secoue, le bateau tient. Et surtout, mesdemoiselles et messieurs, ce sera ma conclusion, où que vous viviez à travers l'Europe, nous vivons tous à l'abri de quelque chose qui est extrêmement précieux. Que diriez-vous si on vous empêchait de vous réunir hors du lycée dans un club, un cercle, un parti, un mouvement? Que diriez-vous si on vous empêchait de lire tel ou tel auteur, comme certaines tyrannies en Europe l'ont fait jusqu'à relativement récemment, jusqu'à la chute du mur, qui brûlaient des livres? Quand les hommes commencent à brûler des livres, ils se brûlent eux-mêmes. Eh bien, la charte des droits fondamentaux, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme européenne, et que nous allons vous faire parvenir, parce qu'il faut que vous la lisiez, c'est le plus beau texte romantique sur l'organisation de la politique en Europe. On dirait Victor Hugo dans ses moments de grande colère. C'est beau. Cette charte des droits fondamentaux garantit vos libertés, et c'est l'Europe qui l'a créée. Elle est enviée partout dans le monde, et ne serait-ce que ça. Il faut clore la bouche, mettez-leur n'importe quoi dans la bouche, même du chewing-gum. À ceux qui grognent et râlent contre l'Europe, bien sûr que ce n'est pas parfait, mais sans l'Europe, nous serions un pays pauvre et sans aucune influence. La paisibilité et le bonheur que nous avons de vivre dans cet espace qui nous protège a besoin de vos forces, a besoin de votre énergie, a besoin de votre engagement. Vous y allez à gauche, vous y allez à droite, vous y allez au centre, ça m'est égal. Je ne ferai pas de propagande partisane. Mais engouffrez-vous dans le vent de l'histoire en soutenant ce développement européen. Quand des ringards vous disent qu'ils ne vont pas voter, dites-leur qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de pays au monde où des gens se font tuer pour avoir le droit de vote. François Mitterrand, dans un de ses très beaux discours, il n'a pas fait que de belles choses, mais c'était très beau, devant le Parlement européen, pratiquement quelques mois avant de quitter le pouvoir, il a dit « Combattez le nationalisme et l'extrême, et les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, car le nationalisme, c'est la guerre. » Et ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. Vous êtes jeunes. Le pays a besoin de vous. Vous avez l'âge des engagements, de la volonté. Alors, regardez cette affaire, elle vaut vraiment la peine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cavada. Votre parole a d'autant plus de portée que c'est tout un Parlement européen qui doit raisonner quelque part derrière ses convictions. Vous les défendez là-bas, vous nous le dites ici très simplement. Je crois que la génération qui est ici engagée dans cette visioconférence comprend très bien que l'Europe ne peut être que l'objet d'un engagement entier. Voilà pourquoi je donne la parole en deuxième lieu à Madame Anne Gilleran, qui est responsable, pour le dire un peu vite, de tous nos projets pédagogiques et éducatifs en Europe, European Schoolnet, le bureau européen e-twinning. Voilà ce qui constitue l'élément de tous nos réseaux collaboratifs. Je voudrais que nous nous tournions maintenant vers nos écrans pour l'entendre depuis son bureau à Bruxelles. C'est difficile à suivre la présentation de M. Cavada parce qu'il a dit toutes les choses importantes sur le sujet de l'idée, de concept d'être européenne. Et je suis vraiment d'accord avec lui quand il avait dit que c'est les jeunes qui sont les centres de notre espoir pour le futur. Et c'est pour ça, l'action que je travaille à ce moment, e-twinning, que les jeunes sont au centre de ce travail. Les jeunes et les professeurs. Parce que c'est avec cette concordance entre les profs d'Europe, entre les jeunes d'Europe, que nous pouvons ensemble bâtir un futur, un avenir qui donne l'espoir pour nous. L'idée que les jeunes dans cette salle cet après-midi, peut-être pour vous, il y aura un avenir que tout peut travailler dans notre pays. Il faut que vous compreniez les langues des autres pays. Il faut que vous
apprendre plusieurs langues dans votre vie. C'est aussi possible que vous se trouve à l'avenir travailler dans un autre pays en Europe. Ça, c'est normal maintenant. Il faut avoir des horizons vastes, de voir pas juste qu'est-ce que c'est devant vous, mais d'avoir une vision pour voyager, pour apprendre, pour être avec des yeux ouverts à toutes les possibilités. Quand je travaille avec des profs, nous sommes ici à Bruxelles en train de créer une communauté pour tous les profs d'Europe. Et avec les actions comme ça, on peut ouvrir les portes, si vous voulez, toutes les possibilités pour des profs et des élèves aussi. Et à ce moment, dans cette communauté, j'espère que je peux faire les chiffres corrects en français, il y a 1303 professeurs, 133,000 teachers. Et si chacun de ces profs représente 25 élèves, ça peut-être on touche avec eTwinning 3 millions des élèves de l'Europe. Ça donne immédiatement une canvas vaste pour travailler ensemble, pour cultiver la culture de l'Europe, pour comprendre qu'est-ce que c'est important pour nous dans l'éducation. Je voulais donc juste prendre l'occasion de vous dire à combien je suis heureuse de ce projet de eTwinning. C'est quelque chose qui m'inspire pour nos associations. Nos associations qui aujourd'hui ont parfois un peu de mal, notamment pour les jeunes personnes, de les intéresser à un échange qui n'est pas, vous le disiez monsieur, on est trop bien, on voyage facilement, mais de les intéresser donc les jeunes personnes à communiquer justement avec les Allemands, mais pas seulement les Allemands, les autres jeunes en Europe. Et donc, je suis ravie de ce projet et j'essaie donc au sein de nos associations maintenant de l'instaurer. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis polonaise. J'habite à Varsovie, en Pologne, et je suis également formatrice des enseignants. Et j'aimerais bien intervenir ici sur la langue française comme moyen de communication. Et non seulement comme moyen de communication, mais comme moyen de transmission de valeurs. Et j'aimerais bien insister sur le fait que tous ces professeurs de français dans le monde, et il y en a de plus en plus dans le monde, de moins en moins en Europe, parce que d'après les affirmations de l'OIF, depuis 2007, le nombre de ceux qui parlent le français a augmenté. Malheureusement, en Europe, nous faisons face à un déclin de l'enseignement de la langue française. Mais il faut encourager les projets qui permettraient à tous ceux qui ont choisi avec beaucoup de volonté, mais certainement aussi parce qu'on choisit le français, aussi parce que c'est une langue qui leur plaît, qu'ils aiment et qu'ils ont décidé d'utiliser pour communiquer avec le monde. Il ne s'agit pas de boycotter l'anglais ni d'autres langues. Le français ne peut se porter bien qu'avec d'autres langues. Et moi-même,
j'assure actuellement des cours de plurilinguisme. Je suis heureuse d'avoir pu travailler avec Michel Maurice, qui va tout à l'heure intervenir pour présenter notre travail, le travail que nous avons fait au sein de du réseau de D-Tuning. Mais j'aimerais bien, avant de lui donner la parole, encore dire quelques mots sur la fédération que je représente, qui regroupe, qui est la plus forte fédération d'enseignants de langue dans le monde et qui regroupe les enseignants des plus de 140 pays, des plus de 180 associations. Donc c'est un grand réseau de 80 000 professeurs de français qui travaillent, qui se battent pour que le français soit présent et pour que les jeunes continuent à l'apprendre. Je voudrais dire aux jeunes gens qui nous écoutent que la Pologne est un pays qui prend une importance tout à fait remarquable en Europe. Et je vais faire un test. Qui, parmi vous, est allé déjà en Pologne, est passé en Pologne? Eh bien, écoutez, il y a quand même quelques dizaines de mains qui se lèvent, madame. Donc, bravo. Donc, bravo. Bravo. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que la Pologne est un pays qui a donné à l'Europe de très grands noms dans le siècle dernier, récemment. Naturellement, je ne parlerai pas du pape Jean-Paul II dont la mission a dépassé celle de l'Église, puisqu'il est un de ceux qui a fait s'effondrer le mur qui séparait le communisme à l'est des Occidentaux. Mais je voudrais vous donner des noms, mesdemoiselles et messieurs, que vous n'avez probablement jamais entendus, sauf peut-être ceux d'entre vous qui sont allés en Pologne. Je voudrais vous donner le nom, évidemment, de monsieur Wałęsa, qui s'appelle en fait qui s'écrit Walesa, W-A-L-E-S-A. L'homme à la tête du syndicat Solidarność qui a fait reculer le pouvoir tyrannique des communistes. Je voudrais citer un nom qu'on connaît beaucoup moins déjà, et qui est mort il y a 3 ans maintenant. Il s'est tué dans un accident de voiture. Et c'était un ami intime. Il parlait le français mieux que vous et moi réunis, c'est vous dire, et qui s'appelait, dont la mémoire reste celle de M. Geremek. Je veux vous citer enfin un nom qui appartient au cœur de l'histoire, à celle des années sanglantes dont je vous ai parlé en introduction, qui n'est pas connu et qui pourtant à 2 titres est un très grand homme. Il s'agit de M. Marek Edelman, il est mort maintenant. C'est un des survivants du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire cet endroit où on avait enfermé les Juifs, où les Allemands avaient enfermé les Juifs pour les contenir avant de les exterminer, et dont il s'est enfui par les égouts entre le ghetto et la ville de Varsovie. C'est le seul survivant des 3 chefs du ghetto. Et c'est ce monsieur que j'ai beaucoup fréquenté dans ma vie, dont une partie de la famille d'ailleurs vit en France. Monsieur Marek Edelman a été un héros dans son pays, jeune homme de 17 ans, lorsqu'il a survécu et s'est enfui dans les égouts de Varsovie pour survivre aux persécutions. Donc votre âge. Deuxièmement, ça a été un très grand cardiologue. Et troisièmement, il ne s'en satisfaisait pas, ça a été un homme qui a été à la pointe de toutes les luttes contre la tyrannie communiste, et notamment la dernière organisation qui a lutté contre les communistes et qui était Solidarność, dont vous avez peut-être un peu entendu parler. Sinon, précipitez-vous vite vers de bons livres d'histoire. Si vous êtes libre, c'est grâce à des gens comme ça. Et donc, je vous laisse saluer simplement à travers Madame ces choses, ces petits points d'histoire, parce que ce sont de grands Européens comme les nôtres. Ce sont de grands Européens. Voilà. Le mot passion est ce qui me lie avec ce programme et en particulier avec les personnes, parce que Anne Gilran et Janina Zelenska, que j'ai connue il y a maintenant plusieurs décennies, dans le champ de ce travail justement avec les enseignants pour les aider, les former à permettre à leurs élèves de travailler autrement, d'apprendre, d'acquérir des compétences et des connaissances dans les différentes disciplines, en premier évidemment les langues, mais aussi en sciences, mais aussi en histoire, mais aussi en arts plastiques, d'apprendre autrement
c'est-à-dire de manière non seulement active, mais coopérative. C'est-à-dire qu'en apprenant ce que l'on apprend à l'école avec des élèves d'un autre pays, d'une autre classe, on apprend plus encore. On apprend notamment à être citoyen, on apprend notamment à être généreux, on apprend notamment à être passionné. Et ce qui est une sorte de secret, la passion, pour faire avancer les choses. Et à votre âge, on le sait, je dirais tout naturellement que c'est ainsi. Mais en fait, il faut cultiver ça. Il faut cultiver cette passion qui fait briller vos yeux. Et avec Madame Janina Zielinska, nous avons, entre autres, défendu non seulement cette pédagogie, cette manière de travailler où les élèves sont acteurs de leur apprentissage et sont acteurs d'une coopération par-delà les murs de l'école, par-delà les frontières, que le programme e-twinning, que effectivement je salue vraiment parce que ça a été une grande révolution dans les pratiques, c'est-à-dire que ça a permis vraiment, vous avez entendu tout à l'heure, 3 millions d'élèves, c'est-à-dire, et ce n'est qu'un début, hein, et ça va continuer comme ça a permis vraiment que cette manière de travailler de manière internationale et de coopération se multiplie de plus en plus, et que vous ne soyez pas les seuls à le faire, mais il y en a déjà plein d'autres, et il y en aura de plus en plus. Et avec Janina, on a entre autres aussi souhaité que ces projets européens qui se mènent, avec le soutien de programmes comme Comenius, mais aussi comme e-twinning, mais aussi comme Comenius et d'autres encore, puissent s'effectuer le plus souvent possible en langue française. Parce que bien souvent, c'est en anglais. Donc, qu'ils puissent s'effectuer le plus souvent possible, non seulement en langue française, mais dans toutes les autres langues de l'Europe. En allemand, en anglais, en hongrois, en italien, en espagnol, etc. Et vous qui êtes dans un lycée qu'on dit international, vous êtes effectivement particulièrement porteur de cette puissance des langues, quoi. Au cœur de l'action e-twinning, il y a un réseau francophone, comme il y a des réseaux anglophones, germanophones. Nous avons voulu présenter ce projet de visioconférence avec nos amis du groupe francophone e-twinning, et parmi les animateurs de ce groupe, il y a Maria Georgiadou de Rhodes. Je lui cède la parole, mais avant peut-être de lui donner la parole, on va passer son clip qui présente très rapidement ses élèves et ses projets européens. Bonjour, je vais vous présenter les élèves du 6e collège de Rhodes qui vont parler de leur projet. Je m'appelle Spiros. Jean. Γιώτα. Άγγελος. Notre projet est Eratosthène. Quel change de me jouer la terre? Avec mon camarade. Européenne. Je m'appelle Kyriakos. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Catherine. Je m'appelle André. On participe au projet Comenius. Et on est très content de connaître la culture de nos partenaires. Et maintenant, je vous présente les Daltons de la cuisine européenne. Je m'appelle Kostas. Alexia. Jean. André. Vaios. On participe au projet. Bon appétit. On va goûter. Toute l'Europe. Au revoir. Et quelques mots de notre principal. Bonjour. C'est la première fois que notre collège s'engage dans un projet Comenius. Et personnellement, je trouve très impressionnant que des élèves des profs d'Europe communiquent et créent des choses ensemble et à distance. Merci. Joyeuses fêtes à tous les pays de l'Europe. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Bonjour de Rhodes. Je suis très contente d'être avec vous. Europe a sa fête aujourd'hui, mais j'ai ma fête moi aussi, parce que j'ai l'Europe derrière moi. C'est... On a eu la chance qu'il soit là pendant qu'on a la visio d'aujourd'hui.
Alors, notre projet, c'est un projet Ituini Comenius qui porte sur la diversité culturelle des pays européens. On travaille sur ça, c'est grâce à ce projet qu'on est tous réunis. L'Europe, comme on disait tout à l'heure, Evropi, ça vient de deux mots, Evros qui veut dire grand et Opas qui veut dire yeux. Et alors Europe, c'est celle qui a de gros yeux. Je voulais dire que l'Europe a un gros cœur pour recevoir tant de pays dans ses bras. Et je passe la parole à mes partenaires pour dire deux mots. Bonjour à tous, Marc de Belgique. Je tenais à dire de la part de mes élèves, de mes collègues et moi-même que nous étions tous très heureux de participer à ces échanges, à communiquer entre nous et à toute cette diversité culturelle dans le respect de chacun, évidemment. On vous présente alors Antoine de Belgique, il vient de Dinan, et il est notre colosse. Venez, monsieur Antoine, dites deux mots sur le projet. Je suis très heureux de participer à ce projet, surtout pour découvrir d'autres cultures, de découvrir aussi notre pays, les cultures d'autres pays. Franchement, je trouve ça très intéressant, donc merci à Comenius. Je suis Madame Fauconnier, je suis professeure de français, je représente le lycée Uruguay France du sud de la Seine-et-Marne, donc en France. Et je voulais dire que nous sommes très très ravis de participer à ce projet, parce que nous sommes un lycée général, technologique et professionnel, donc la diversité nous connaissons. Et nous sommes ravis de donner un caractère concret à la citoyenneté européenne. Voilà, donc merci de nous donner la possibilité de participer à ce projet. Vite, je voudrais que nous voyions maintenant nos amis de Bratislava. Eva Koustekova, s'il vous plaît. Je m'appelle Eva Koustekova, je suis enseignante au lycée Pankushova à Bratislava depuis 20 ans. J'enseigne l'histoire et le français. À l'époque où M. Schuman et M. Monnet ont lancé leur appel de créer une institution européenne supranationale, notre pays faisait part d'une autre construction opposée à celle dont l'origine nous avons la possibilité de célébrer aujourd'hui. Jusqu'à la révolution de velours en 1989, on ne croyait pas que notre pays pourrait devenir membre de l'Union européenne. C'est depuis 2004 que nous appartenons à cette famille européenne et que nous pouvons voyager librement, créer des entreprises, travailler dans d'autres pays européens, communiquer librement avec nos amis à l'étranger. Aujourd'hui, pour les jeunes, il est très difficile de comprendre nos plaintes de l'époque du socialisme parce qu'ils ne sont pas persécutés pour leurs contacts dans des pays capitalistes et impérialistes. Ils ne sont pas obligés de remplir des quantités de questionnaires pour le simple fait de passer quelques jours dans un pays capitaliste. Pour moi, personnellement, c'est encore après 20 ans un petit miracle de pouvoir passer librement les frontières en Europe. Je m'appelle Daniela et ici c'est mon amie Lucie. Nous sommes en terminale et nous faisons nos études au lycée de Pankushova. Après nos études secondaires, nous voulons continuer avec nos études à l'université et étudier en anglais et en français parce que la connaissance des langues étrangères est très importante pour nous. Et je pense que notre lycée nous aide beaucoup parce qu'on peut aussi étudier en français et en anglais. Notre école compte 620 élèves et tous apprennent anglais et 162 apprennent le français et 460 apprennent l'allemand.
Je peux dire que nous faisons beaucoup de projets internationaux avec des élèves français et des Allemands. Par exemple, je me lâche avec Lille ou FAS, c'est-à-dire que c'est la Federation of Association of Young Citizens of Europe. Il y a 10 pays, comme par exemple France, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Espagne, Portugal, Luxembourg et Angleterre. Notre école aussi fait beaucoup de séjours internationaux et linguistiques. Le pays dont vient de vous parler, d'où viennent de vous parler ces jeunes filles et leurs professeurs, est un pays qui a été un pays héroïque pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et comme tous les pays héroïques, il y a des héros. Vous n'en avez jamais entendu parler, et d'ailleurs même à Bratislava, peu de gens la connaissent finalement. Je vais vous citer un nom qu'il ne faudra pas oublier. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Guzi, G-U-Z-I, Fleischmann, comme en allemand. Et cette femme, que personne ne connaît, a fait une chose extraordinaire pendant la guerre à Bratislava. C'était la femme d'un riche industriel du textile. Elle a envoyé, quand les nazis ont envahi son pays, elle a envoyé sa famille au Portugal, puis ensuite dans d'autres pays européens, notamment son mari et ses 2 filles. Et elle a entrepris quelque chose d'incroyable. Elle a payé les nazis pour qu'ils sauvent des petites filles qui étaient raflées et emmenées dans des chambres à gaz. Les petites filles de Bratislava étaient et petits garçons, les jeunes gens, étaient raflés dans des camions et conduits dans des chambres à gaz à travers des trains, etc. Et cette femme, pour sauver la vie de ses enfants, payait. Et un jour, elle n'a plus eu d'argent. Elle avait tout donné. Alors, dans le dernier convoi qui est venu rafler des enfants dans sa propre rue, dont les petites filles, elles ont été raflées dans un camion de la Gestapo allemande. Et Madame Fleischmann est partie avec ses enfants dans ce convoi vers le camp de concentration dont ils ne sont pas, aucun n'est revenu. Retenez bien ce nom, Guzi Fleischmann, qui n'est pas connu en Europe et qui est une héroïne de la Deuxième Guerre mondiale venant de Bratislava. Nous allons maintenant voir un projet extraordinaire de rigueur et de simplicité à la fois. Et nous sommes ravis de le présenter parce qu'il est très pratiqué dans les établissements de collège. Notre projet, évidemment, s'adresse aux élèves de lycée, mais pour une fois, on s'aperçoit qu'il rend possible une coopération extraordinaire. J'aimerais bien que David Jasmin, qui dirige le projet La main à la pâte, vous présente très rapidement ce qu'il a rendu possible pour beaucoup de nos collègues en Europe et qui travaillent avec lui sous sa direction. Pollen, c'est la possibilité de faire des sciences en ayant du matériel mis à disposition, donc c'est très important, primordial, quoi, parce que c'est souvent ce qui pose problème quand on fait des sciences à l'école, c'est qu'il faut un peu se débrouiller avec du matériel de briques et de broc, alors que là on a des mallettes très bien réalisées pour la plupart, avec du matériel qui permet d'exploiter directement et de travailler sur certaines notions, comme nous, ce qu'on a fait sur les engrenages ou les courroies et les poulies. Donc, premier exemple de transmission de mouvement, c'est la chaîne et les roues dentées. Et on va mettre un exemple ou deux chaque fois. Là, c'est le vélo. Alors, on demande d'intégrer des notions par rapport au nombre de tours qu'on va faire un engrenage, au sens de rotation de l'engrenage, un changement de plan qui fait que c'est cette manière ludique d'aborder la science leur permet d'aller très loin dans des connaissances et dans des concepts. L'objectif, c'est de fabriquer un objet qui se serve à la fois des poulies et des engrenages, les deux, et que ça fonctionne. Pollen, c'est ça déjà, c'est une aide matérielle, c'est une aide aussi humaine, puisqu'on a des personnes qui peuvent venir nous prêter main forte quand on travaille en atelier
Et donc, pour du travail de groupe, c'est toujours intéressant d'être plusieurs dans la classe, de pouvoir confronter plusieurs points de vue, pour faire réellement de la science, quoi, par rapport à des méthodes plus classiques. Ils ont l'impression parfois de jouer, c'est le plus beau des jeux, parce que c'est le jeu qui va leur permettre de se construire, leur connaissance, et puis de se construire en tant qu'être humain. On s'intéresse aux sciences dès le plus jeune âge parce qu'on pense, comme ce qui a été évoqué, que c'est là où l'enfant a une curiosité naturelle. Il ne s'agit pas forcément de développer, mais au moins de ne pas détruire. Donc on essaye de mettre les enfants face à des problèmes du quotidien, voilà, où est passée la flaque d'eau qui la veille était un cours de récréation, comment mesurer la vitesse du vent, ou là sur des problèmes d'engrenage, sur des constructions assez simples, et les faire travailler, comme vous avez pu le voir, en petite équipe où ils vont pouvoir émettre par eux-mêmes leurs hypothèses, les confronter à celles des autres, les discuter, tester par des expériences, présenter leurs résultats à l'oral, à l'écrit, enfin faire une démarche de petits scientifiques. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus en France, qui se développe de plus en plus en Europe et de par le monde. Et aujourd'hui, j'ai choisi, compte tenu du contexte, la Journée de l'Europe, de vous présenter plutôt un projet que l'on a mis en place au niveau européen, qui est d'échange entre classes de différents pays, là, une quinzaine de pays, et différents niveaux, puisque là, on fait participer aussi bien des classes de maternelle que des classes d'élémentaire ou de collège. Alors les sciences, pour ça, sont assez pratiques parce qu'il y a une sorte d'universalité dans les sciences. C'est-à-dire que la pierre tombe de la même manière, voilà, à Paris ou à Bratislava. La lumière se propage toujours de manière rectiligne. Les plantes poussent si on a de la lumière, de l'eau et un substrat nutritif. Et là, on s'est inspiré d'un projet irlandais qui s'appelle Green Wave, et qui part du principe que si on regardait la Terre depuis un satellite, depuis en haut, au printemps, c'est-à-dire entre février et au mois de mai, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait une sorte de vague verte qui part du sud de l'Europe et du littoral et qui va progressivement vers le nord à raison de 6 km/h. En fait, cette vague verte, ça correspond à l'éclosion des bourgeons et à l'apparition des feuilles. Et donc, dans ce projet, on a proposé sur un modèle extrêmement simple d'observation de l'environnement direct de l'école à des élèves de 16 pays différents qui participent à notre projet européen qui s'appelle Fibonacci, qui est beaucoup plus large, voilà, de regarder autour d'eux des espèces communes et de dire ce qui se passe, voilà, de les photographier, de mesurer la température, de mesurer éventuellement la pluviométrie, de mesurer la vitesse du vent, toutes sortes de données scientifiques qu'on va publier sur un site internet avec des photos, et on va pouvoir échanger et s'interroger au fond sur pourquoi d'un côté on va voir les feuilles, de l'autre côté on ne le voit pas, pourquoi la température n'est pas constante, et essayer de voir au cours du temps, pendant ces 4-5 mois qui sont tellement importants pour la nature en Europe, ce qui va se passer au niveau européen. Alors pour ça, je vous ai fait un petit PowerPoint, je suis désolé, c'est un peu formel, mais je ne sais pas si vous arrivez à le suivre en plus de loin. Mais pour ça, on a développé toutes sortes d'outils, bien sûr communs. Un site internet multilingue, donc qui est disponible dans plus de 15 langues. On a aussi essayé d'identifier des espèces communes. Donc je vais revenir là-dessus, des espèces animales, mais aussi végétales, qu'on puisse trouver partout en Europe. Et on a proposé aussi à chaque école, à chaque classe participant, un protocole. Parce qu'il faut que si on choisit de mesurer la température, il faut que ça soit fait dans les mêmes conditions. Pareil pour la pluviométrie, pareil pour le vent. Alors, ça paraît, ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'un enfant de maternelle n'ira pas très loin. Quelque part, il prendra quelques photos, il pourra essayer de classer quelques feuilles, mais on voit que des enfants plus âgés, eux, pourront avoir, bien sûr, collecté beaucoup plus de mesures et aller beaucoup plus loin dans leur investigation. Sur le site, on a un site très simple, mais qui est assez intéressant puisqu'on couple ça avec un outil que vous devez connaître qui est Google Maps, et donc ça permet à toutes les classes de se voir, enfin de voir leurs mesures en permanence et surtout de les géolocaliser. Et ils publient des photos, on va publier des mesures, et on va pouvoir aussi communiquer via des forums avec des classes d'autres pays. Juste pour vous donner quelques chiffres, c'est un exemple. Voilà, on a 249 classes qui participent. On avait il y a un mois 600 mesures, on doit en avoir presque 1000. Si vous allez sur le site Green Wave, vous verrez, il y a toutes ces photos qui sont publiées. On peut voir l'évolution de la nature en Europe
sur toute l'Europe. Et ce qui est important dans les sciences, et à mon avis dans beaucoup de projets collaboratifs, ça je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que ça peut être confirmé, c'est de toujours avoir un sujet qui est une part d'universalité, mais une part aussi de spécificité locale. Pourquoi ? Parce que, comme dans tous ces projets Green Wave, on a un intérêt à échanger avec l'autre. Qu'est-ce que tu retiens de ton week-end de PEJ ? Le PEJ, c'était une expérience assez inoubliable, avec plein de rencontres de gens super sympas et tout. C'est une super expérience. On nous a vraiment écoutés pendant 3 jours. C'était organisé pour les jeunes, donc on a travaillé. Ça n'allait pas faire avancer les choses, mais ça nous apprend vraiment à parler en public et à s'exprimer, notamment en anglais. Et on s'est senti important pour une fois peut-être. C'était un week-end génial, j'ai vraiment passé 2 jours extraordinaires avec des gens que je connaissais pas au départ et puis c'est devenu des vrais amis à la fin. On était vraiment tristes de tous les quitter. Alors ce que je retiens, c'est vraiment une ambiance superbe. C'était fait avec des jeunes, pour des jeunes et entre jeunes. Donc on était vraiment tous, on se comprenait et on parlait de sujets qui nous intéressaient vraiment. Et c'était génial parce que tout le monde participait et on se sentait vraiment inclus dans le groupe. Je pense que ça m'a tout d'abord appris l'esprit d'équipe, travailler avec des gens que tu connais pas, devoir remettre ton opinion en question, même si tu n'es pas forcément d'accord avec les arguments des autres. Les animateurs nous ont vraiment fait passer des sessions, une session vraiment géniale et les débats étaient super intéressants. Ça représente quoi pour toi le PEJ ? C'était indescriptible, les émotions qu'on a ressenties en travaillant avec eux, aborder des sujets qui sont quand même des sujets d'actualité, qui te permettent de réfléchir en tant que citoyen sur ta condition et puis ça te permet d'analyser un petit peu le rôle que tu as dans l'Europe et dans ton pays et je pense que ça m'a vraiment donné envie de m'investir plus dans le PEJ ensuite, pourquoi pas devenir bénévole et je vous le recommande à tous. Donc comme on nous l'a dit là-bas, quand on nous poserait cette question, quand on reviendrait, que pour décrire le PEJ, on pourra juste pas, ce sera pas possible. Et c'est exactement ça, c'est une expérience positive mais juste indescriptible. PEJ Love, that's what I'm talking about. Iman, qu'est-ce que c'est ton meilleur souvenir du PEJ ? Alors je pense que c'est le team building sur la plage. Il faisait beau, il y avait la mer et on ne connaissait personne en fait et ça nous a aidé à se rassembler et à faire connaissance en fait. Ça évoque quoi pour toi le PEJ ? Le PEJ, c'est une expérience que pas tout le monde a le droit de vivre, quoi. Notre expérience au PEJ, c'était en mars dernier. Donc c'était 3 jours vraiment intenses et extraordinaires, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc le premier jour, c'était le team building, donc des activités, des jeux en commission. Donc les commissions, c'était par exemple économique ou affaires étrangères ou femmes, pour se connaître, parce qu'on est arrivés, on était des groupes de 12-14 et on connaissait vraiment personne. Le second jour, on a travaillé en commission, donc ça on était là pour ça, mais c'était pas le plus marrant, mais c'était vraiment très intéressant. On a débattu sur des questions comme la post-crise économique, donc pas toujours facile, mais c'était vraiment bien. Donc après, on a écrit des résolutions qu'on a présentées le 3e jour à l'Assemblée plénière, et ça, on n'avait pas dormi de la nuit, c'était un peu rude, mais c'était vraiment bien. C'était comme le Parlement, mais voilà, et c'était très intéressant. Sinon, c'est pas que du travail sur l'Europe, c'est aussi des soirées, des activités, plein de nouvelles danses qu'on a connues et de nouveaux chants très sympathiques. Ça nous a permis de connaître vraiment le pouvoir de l'Europe et la possibilité qui nous était ouverte à nous, jeunes et futurs citoyens d'Europe. Les citoyens de tous les pays membres de l'Union, à quoi obéissent-ils? À des lois. Vous pensez, beaucoup de gens pensent qu'ils obéissent, pour nous Français, aux lois françaises. Eh bien, c'est faux, car à peu près plus de 60%, à peu près 65% des lois qui sont votées dans notre pays sont des lois qui sont
réfléchie, décidée à Bruxelles et transposée dans notre droit national. Vous voyez? Et réécrite dans notre droit national, respectant les obligations de la loi européenne. Hein? Autrement dit, sans le savoir, puisque personne dans les médias ne s'intéresse vraiment à dire la réalité de ce qui fait notre quotidien, hélas, il faut savoir que plus de 6 lois sur 10 ne sont que la simple traduction de lois qui sont décidées à Bruxelles. Donc c'est tout à fait fondamental pour vous, hein, franchement. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que j'ai bien écouté mesdemoiselles qui ont visiblement un fort tempérament, ce qui est très bien, ce dont je vous félicite. Comment vais-je dire? Alors, les sessions du Parlement n'ont pas lieu sur le sable et au soleil. Vous gommez. La nuit, vous faites ce que vous voulez, hein, mais en général, ça se termine tard. Tout à l'heure, je vais vous quitter là dans une dizaine de minutes pour partir à Strasbourg, qui toute cette semaine tient sa session plénière. En fait, ça fonctionne de la manière suivante. On prépare pendant 3 semaines les textes à Bruxelles et la 4e, on vient la voter au siège solennel et officiel du Parlement qui est à Strasbourg, comme vous savez bien mieux que moi. Hein. Bravo à ces élèves du PEJ. Moi, j'ai eu la chance, comme vous, dès mes 15 ans, d'aller en Allemagne grâce à mes professeurs, à 19 ans d'aller faire mes études en Allemagne. Bref, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Tout à l'heure, on disait inouï. Alors, il faut que des gens comme vous, des jeunes comme vous, se sentent missionnés, hein, se disent, moi, j'ai eu la chance d'être là, il faut que je témoigne, il faut que j'en fasse quelque chose. Et comme dit Jean-Marie Cavada, personnellement, après avoir été vice-présidente de l'association, c'est le titre qu'on m'a donné ici, mais c'est plus vrai, de la EDE. Ensuite, précédemment, j'avais été responsable de l'association de chefs d'établissement. Bref, j'ai eu beaucoup d'opportunités, comme vous, de faire des choses fantastiques, notamment sur tous les projets qui ont été commentés aujourd'hui, et aussi de travailler avec des chefs d'établissement pour montrer qu'on peut changer les établissements scolaires, hein, que ça peut fonctionner autrement. Donc là aussi, vous avez le droit de parler parce que ce que vous venez de nous montrer à travers les images du PEJ, c'est que les nouvelles compétences de demain, ce sont celles que vous avez listées. Enfin, vous ne l'avez pas listé, mais moi j'ai noté tout ce qui a été dit. C'est ça qu'on attend de tous les jeunes. Vous avez entendu? Capable de parler en public, capable de s'intéresser aux autres qu'on ne connaissait pas la veille. Hein, je ne vais pas les reprendre, elles ont été formidablement bien listées. Et l'école n'arrive pas toujours à faire ce travail. Donc vous devez vous mobiliser et toute votre vie, vous verrez, ça va être très dur. Hein. Moi, je vous avoue que je me suis toujours trouvée en décalage complet. Quand j'étais professeur d'allemand, j'étais pas comme d'autres professeurs. Comme chef d'établissement, j'étais beaucoup plus proche de mes collègues des 32 pays, puisque j'ai travaillé avec le PEJ à cette époque-là. On était implantés aussi dans 32 pays européens. Donc, au-delà de l'Union européenne, par exemple l'Ukraine, l'Islande. Ça a été passionnant, j'ai appris énormément de choses et j'essaie maintenant d'être redevable de tout ça. J'ai dirigé 6 établissements, mais là je viens de créer une entreprise qui effectivement pourrait permettre, par exemple au PEJ, du jour au lendemain, de dire on va démarrer comme ça, petit, c'est-à-dire d'aller sur une plateforme collaborative. Vous pouvez le faire tout seul, sans moi, hein, mais je veux dire qu'à la limite, c'est à la portée de tout le monde, mais bon, moi j'essaie de le faire. Donc on va créer une plateforme collaborative au nom du PEJ, ou si vous voulez être abrité, hébergé, comme on dit chez moi quelque temps, pourquoi pas, et on va mener notre projet. Hein, et on va voir qui, dans les différents pays européens, est prêt à soutenir, à participer, à faire tout ce que vous avez listé. Ce dont vous avez besoin pour développer les compétences que vous venez de reconnaître, c'est de modifier l'espace. Or ça, Internet le permet maintenant, hein, tout est fait déjà, maintenant on peut être en lien avec qui on veut, à n'importe quel moment. C'est modifier l'espace, c'est modifier le temps. Or le temps, il est toujours découpé dans les institutions scolaires de certains pays, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut trouver un créneau et se connecter au bon moment. C'est très difficile, ça, c'est très difficile. Donc il faut que vous ayez quelques années d'avance, que vous projetiez en avance. J'ai visité avec mes collègues chefs d'établissement du monde entier le mois dernier à Amsterdam le siège de Microsoft. Le siège de Microsoft à Amsterdam a été conçu pour 900 personnes. Hein, il y a 900 employés. Il n'y en a jamais plus de 400. Et vous savez combien de fois par semaine ils ont besoin d'être là, à l'heure où d'autres en sont à discuter sur les 35 heures ou les 18 heures pour les enseignants? À votre avis, combien de fois un employé de ce siège de Microsoft, moyenne d'âge 40 ans, donc beaucoup de jeunes de 25 ans, 2. Combien de fois? Je dirais 2. Une fois par mois. Obligation d'être là une fois par mois. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, est-ce qu'on travaille quand on est tous en groupe comme ça, assis à écouter? Non.
Vous êtes bien d'accord, c'est pas comme ça qu'on peut apprendre, pas de nos jours. Donc il faut modifier ces conditions d'apprentissage, comme on dit, et ça demande beaucoup de bouleversements. Et si vous n'y êtes pas, vous, partie prenante, si vous êtes simplement consommateur, je dirais que nous n'y arriverons jamais. Malgré eTwinning, j'étais au lancement de eTwinning, grâce à Anne Gilran, on a essayé de motiver beaucoup de chefs d'établissement sur beaucoup de projets. eTwinning a bien marché. Hands-on, brains-on, c'était un peu la main à la pâte que vous avez vu, mais pour des élèves du secondaire. Comme a dit Jean-Marie Cavada, je conclurai par là, l'Europe, c'est le phare dans la nuit quelquefois, mais en tout cas, c'est le pilote à bord. En France, on n'a pas vraiment dit que les réformes venaient de là, dans l'éducation. On l'a dit, mais un peu plus tard. Mais dès 2005, on aurait pu dire que les Français n'avaient fait que traduire le texte sur les compétences attendues. Et le socle dont on parle dans le collège, vous en avez entendu parler quand vous étiez au collège, c'est pas si loin que ça, c'est une traduction. Et vous savez ce que les Français ont supprimé, là aussi, c'est la devinette. Il y avait 8 piliers, on les a appelés piliers en France. Et les Français n'en ont que 7. À votre avis, lequel peut manquer? Vous connaissez les 7 autres? Un peu. Maths, sciences, technologies, la culture humaniste, les nouvelles technologies, les langues étrangères, les compétences civiques et sociales. Ça, c'est bon, on a le traduit. L'initiative et autonomie. Alors celui-là, je vais m'arrêter un peu. Initiative et autonomie, dans le groupe de compétences. Vous savez comment ça s'appelait en anglais? Esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Et le mot français, parce que ce mot entrepreneuriat, ça vient de chez nous, eh bien, il a disparu, il n'est plus là-dedans. Voilà. Et celui qu'on a supprimé, alors le 8e, puisque personne n'a répondu, je vous le donne, c'est apprendre à apprendre. Et comme je sais qu'André de Peretti prend la parole après moi, je pense que c'est une bonne transition. Je conclurai, deuxième conclusion, et j'en termine là, l'entrepreneuriat, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est enfin, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de l'entrepreneuriat, c'est clair. Mais ce qui manque peut-être dans le système éducatif français, en plus de tout ce qui a été dit aujourd'hui, les langues, les sciences, tout ça, c'est merveilleux. Et la façon d'apprendre, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. On n'y revient pas, c'est formidable. Ce que j'essaie de développer, moi, dans ma nouvelle activité, c'est la connaissance de l'économie. Parce que je pense là aussi qu'on peut entreprendre beaucoup plus jeune qu'on ne le fait en France. Et là, je travaille avec la Chambre de commerce autrichienne qui propose depuis 2006, c'est pas tout neuf, un permis de conduire de l'entrepreneur qui va être diffusé en France dans certains établissements, mais que je me suis plu à anticiper et à développer pour tous ceux d'entre vous qui voudraient participer à des projets. On n'a pas toujours la chance d'avoir un bon proviseur qui est partant, un professeur partant, d'avoir toutes les conditions requises. Donc moi, j'invite tous ceux qui le souhaitent, pas ici, puisqu'ici vous êtes déjà très bien placé, mais vous n'êtes pas non plus exclu, à vous familiariser avec tous ces projets qui sont porteurs et qui vous permettront de développer les compétences de demain. Nous allons donner la parole à Matera, notre collègue Miserocchi, qui tient absolument à présenter son projet avant la fin de cette émission. On vous écoute à Matera, s'il vous plaît. En instituant la journée de l'Europe, Schuman voulut mettre fin à la haine séculaire entre la France et l'Allemagne, haine qui naît des revendications territoriales et économiques, elle-même issue de variés conflits armés. La volonté de Schuman était de construire un rapport d'amitié entre la France et l'Allemagne, et d'ensuite l'étendre à d'autres pays. Tout cela est rendu possible grâce à la communication au travers des traités diplomatiques et d'accords politiques et économiques. La correspondance est un moyen de communiquer au travers de lettres et si la connaissance devient plus approfondie, elle peut se transformer en amitié. Cela peut aussi être réalisé grâce aux nouveaux moyens technologiques, ordinateurs et webcam. Mais ces modes de communication trouvent ses limites dans ces sens de communication. N'est pas directe comme elle devrait l'être en théorie. De toute façon, la communication avec l'étranger renferme de nombreux avantages. La connaissance de nouvelles traditions, d'une nouvelle culture et surtout d'une nouvelle langue. On n'est pas assez habitué au dialogue et on a souvent tendance à camper sur nos positions et à être plein de préjugés. Or, au lieu de s'ouvrir à la diversité, qui ne pourrait que nous enrichir,
L'orgueil ne sert à rien, il n'est pas du tout synonyme de force, mais au contraire de stupidité. Ce dialogue dédié à l'amitié et à l'amour devient alors une vraie leçon de psychologie concernant les modalités d'être en contact, en communication entre amis, dans l'énonciation de la phrase « Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde ». Voilà comment ce binôme amitié-communication se réunit dans le slogan de Montaigne. Et donc nous apprécions parfaitement la phrase de Montaigne qui essaie de réunir à travers la communication et à travers la connaissance des langues étrangères l'Europe entière. Nous avons le plaisir de vous présenter très brièvement, s'il vous plaît, pour ceux qui restent ici, notre camarade, collègue Éric Vessier, s'il vous plaît, si vous voulez bien rester quelques instants. Bonjour, nous sommes dans le collège de la Française, dans le Tarn-et-Garonne, un collège rural de 400 élèves. Nous sommes engagés dans plusieurs projets. Nous écoutons madame la principale dans son bureau. Bonjour, je suis particulièrement fière de l'investissement de mes équipes et de mes élèves dans notre projet Comenius, qui est un formidable outil d'ouverture culturelle vers les 6 pays partenaires que sont l'Espagne, l'Écosse, la Roumanie, la Slovénie, l'Italie et la Slovaquie. C'est un projet scientifique, Elements of Science, autour d'activités très diversifiées telles que les jardins, des relevés météorologiques. Les autres thèmes d'études sont l'eau, la lumière et le son. C'est un formidable outil donc fédérateur à la fois de travail, de pédagogie et d'amitié qui montre à nos élèves à quel point leurs petits camarades européens leur ressemblent. Et en cette journée du 9 mai, nous œuvrons pour l'unité européenne. Et je passe maintenant la parole à Mathias. Merci madame la principale. Maintenant nous écoutons monsieur Mosquito, prof d'italien. Notre projet s'inscrit dans la continuité du jumelage entre les communes de La Française et de Castellalfero dans le nord de l'Italie. Depuis 3 ans, les élèves des 2 collèges ont la possibilité de communiquer en utilisant les outils de l'espace de travail au Twinning. Et au mois de mars, tout récemment, les élèves du collège de La Française ont été accueillis par leurs homologues de Castellalfero, ce qui permet de consolider les liens entre les élèves des 2 communes. Maintenant, nous écoutons M. Tisser qui va nous parler de cuisine européenne. Oui, il s'agit de recettes de cuisine. Le titre du projet est Bon appétit, avec des partenaires en Grèce, Italie, Espagne et Slovénie. Le menu de l'espace de travail est un vrai menu, avec hors d'œuvre, plat principal et dessert. Pour notre calendrier 2011, j'ai réalisé 2 recettes, magret de canard sauce au poivre et le véritable cassoulet de Castelnaudary, le plat préféré de Mathias. Merci monsieur Tisser, mais ce que je préfère, ce sont les îles de Grèce à la graisse de canard. Maintenant, monsieur Vissier nous parle du projet Eratosthène. Le projet Eratosthène est un projet de la main à la pâte, une opération de l'Académie des sciences. Il concerne des élèves de primaire et de collège. Son but est de calculer la circonférence de la Terre. L'expérience est simple, il suffit de mesurer l'ombre d'un bâton vertical à midi au soleil. C'est un projet interdisciplinaire, avec des sciences bien sûr, mais aussi de la géographie, l'histoire avec l'Égypte d'Ératosthène, 2 siècles avant notre ère. Les techniques de l'information et de la communication sont aussi largement utilisées dans les espaces de travail de la main à la pâte et d'e-twinning. Les moments forts du projet sont les visioconférences. La dernière, celle de l'équinoxe de printemps, a réuni 18 écoles de 14 pays sur 4 continents. Oui, c'est ce que je préfère dans ces projets, les visioconférences. À quand la prochaine? Bonjour, je m'appelle Gamal, donc j'ai 13 ans et je suis au collège autour de la Perbosse. Je peux dire que je commence à être un des vétérans donc, du club astronomie parce que j'y suis depuis mon entrée au collège, donc la 6e. J'ai également participé à de nombreux projets, donc Comenius et Eratosthène que vous avez pu voir dans la vidéo, et ainsi qu'à de nombreuses visioconférences. Donc ces 2 élèves, Mathias et Galwen, sont 2 élèves qui suivent les activités du club astronomie. Bien sûr, ils ont parlé de ça, mais participent aussi aux activités, à d'autres projets dont on n'a pas parlé dans la vidéo de présentation, qui sont l'activité de jardin. Je voudrais, avant de donner la parole à Marie à Berlin et à quelques-uns de nos anciens élèves qui sont étudiants ailleurs, me tourner vers Linda Zerbib, qui est dans un lycée parisien, et puis après elle à nos amis de Puteaux, pour qu'ils nous disent quelques mots
sur le sujet qui les passionne aujourd'hui. J'ai à mes côtés Madame le proviseur et puis une élève que j'ai récupérée puisque les autres sont en cours. Je voudrais dire que l'Europe pour moi est quelque chose de très important. Je voulais absolument que mes élèves puissent contacter des lycées en Europe parce que pour eux c'était pour moi une très grande chance, la chance de connaître l'autre et puis d'acquérir des compétences. Donc j'ai commencé par approcher un lycée en Islande et 3 de nos classes ont pu fort heureusement communiquer avec 3 autres de leur classe par l'intermédiaire des blogs, mais aussi de la messagerie électronique. Et puis par la suite, j'ai vu ce qu'était eTwinning, que je ne connaissais pas ou très mal, et en fait ça a été un vrai bonheur parce que tout était facile, rapide, et puis très formateur. Formateur pour moi, puisqu'il y a les nombreux ateliers qui permettaient donc d'apprendre pas mal de choses. Mais aussi, j'avais la possibilité de regarder enfin ce que faisaient mes collègues européens. Et ça m'a permis d'avoir des idées pour préparer des cours un peu plus agréables que je ne le faisais. Alors, par la suite, j'ai été approchée très rapidement par un partenaire en Bulgarie et en Roumanie qui cherchait justement un dernier partenaire pour pouvoir engager un projet Comenius, ce que j'ai soumis à approbation. Et donc j'espère que l'année prochaine et l'année suivante, nous pourrons donc lancer ce projet Comenius qui réunit 8 autres pays européens. Mais pour cette année, je voulais aussi lancer d'autres projets parce que j'étais vraiment j'avais très envie de commencer quelque chose tout de suite. Et donc, j'ai lancé un projet eTwinning. C'était vraiment très simple avec un partenaire en Espagne. Et puis, je me suis raccrochée à un autre projet eTwinning avec 3 partenaires en Espagne, en Italie et en Turquie. Et donc, ça a été un vrai bonheur. Ce que ça nous a apporté, bien pour moi, un intérêt certain, une façon d'interagir avec d'autres de mes partenaires européens, beaucoup de compétences, surtout pour les élèves qui ont, je me tourne vers une élève à moi, qui ont bien sûr utilisé la langue du partenariat qui était l'anglais, mais aussi qui ont approché d'autres langues, comme par exemple l'islandais, où ils ont appris quelques mots. J'entendais dans les couloirs de temps en temps ces quelques mots de ralliement, donc je savais que c'était mes élèves. Je voudrais donner la parole maintenant aux élèves du lycée Agora, plutôt, qui nous attendent impatiemment depuis 1 heure. Le programme est bouleversé. C'est à vous la parole, on vous écoute. Nous sommes ravis de participer à cette journée européenne. Et passons un grand bonjour donc, aux établissements européens. Je passe tout de suite la parole à Mme Jaglin, qui est le professeur d'anglais de la classe européenne. Et tous les élèves que vous voyez derrière nous appartiennent à cette classe. Nous avons aussi quelques élèves de terminale européen. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais simplement dire que nous avons créé une section européenne il y a 7 ans, qu'on est parti avec une idée de projet Comenius, parce que ça nous semblait vraiment plus important que tout de mettre l'accent sur les rencontres et les échanges entre élèves. Ça nous a permis de découvrir des partenaires un petit peu partout en Europe. On a cette année décidé de passer à la vitesse supérieure et donc nous commençons un eTwinning grâce à M. Michalewski, entre autres, et au lycée de Sèvres. Je vais vous passer mes élèves qui vont vous raconter la section européenne rapidement. Bonjour, je m'appelle Johanna et donc, je suis aussi en seconde européenne. Et donc, grâce à l'européenne, on a pu partir en Angleterre et découvrir de nouvelles choses. Donc, on est parti dans un lycée et on a pu découvrir les points communs qu'on avait avec eux ainsi que les différences qu'on avait. Et donc, c'était intéressant. Un dernier créneau pour Marie qui est à Berlin, qui nous rejoint tardivement. C'est à vous la parole, Marie. Merci. J'avais envie en fait d'intervenir par rapport à ce qu'a dit M. Cavada au début, mais étant donné qu'il est parti, je vais parler en général parce que
je suis pas tout à fait d'accord avec son idée qu'on est tous pareils, tous les jeunes en Europe. Au contraire, moi c'est pour ça que je suis partie ici pour découvrir des gens différents, et j'étais vraiment très heureuse de cette chance de pouvoir me rendre compte que oui, peut-être qu'extérieurement on a l'air d'avoir tous une culture globale, mais au contraire, dans le débat, dans la manière de discuter les uns avec les autres, c'est quelque chose de complètement différent. Et les systèmes scolaires qu'on a eus, par exemple en Allemagne, c'est un système basé beaucoup plus sur le débat que sur écouter et prendre en note ce que dit un professeur. Et donc, on est tout le temps en train de débattre les uns avec les autres pour au final essayer de développer un consensus. Et c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant de pouvoir avoir l'occasion de voyager et de pouvoir en fait se rendre compte qu'entre jeunes, on peut avoir des visions du monde tellement différentes. Et c'est pour ça que je voulais vous parler à vous tous qui avaient entre 16 et 20 ans et qui ne connaissaient peut-être pas les bourses d'Elijah, qui ne connaissaient peut-être pas ce genre d'outils comme Erasmus ou Comenius ou tous ces organismes qui nous permettent de voyager. Il faudrait que peut-être l'Union européenne organise quelque chose comme un annuaire de toutes ces possibilités que nous avons de nous déplacer, parce qu'il y a énormément de moyens qui sont mis à notre disposition, d'argent pour ceux qui en ont besoin, et ce serait vraiment bien que des projets comme ceux de M. Michalewski, qui m'ont permis d'avoir cette curiosité de voyager, s'accompagne d'une poursuite en fait dans quelque chose de plus concret qui permet à chacun d'aller chercher là où il va pouvoir être bien. Et j'ai été vraiment très heureuse de ce voyage. Je vais m'installer ici et je pense que pour nous tous c'est quelque chose d'extrêmement merveilleux d'avoir pu découvrir les autres cultures et oser faire le pas malgré les difficultés administratives et autres. Je suis un ancien élève des sections internationales de Sèvres, auquel j'ai étudié de la 6e à la terminale. J'ai eu l'opportunité de participer au projet Europe Éducation École avec M. Michalewski. Ce fut l'occasion pour moi de prendre conscience d'une grande diversité de points de vue, d'approches intellectuelles entre élèves de pays différents, et de réaliser que le dialogue interculturel et interpédagogique nous offre une opportunité unique pour remettre en cause nos préjugés. Je pense que dans le cadre de cette conférence, l'attrait d'un système de communication entre établissements scolaires européens est triple. Tout d'abord, d'un point de vue pédagogique, l'ouverture à la critique est la composante clé de tout processus de débat, une discussion dans lequel les participants espèrent se dépasser et se rapprocher du vrai par le dialogue. Cette méthode est déjà appliquée au sein de chaque classe, dans laquelle les étudiants sont invités à se confronter et à remettre en cause les certitudes de chacun pour arriver à une conclusion commune. De telles discussions sont cependant encore rares entre systèmes d'éducation, peut-être en raison de la difficulté de créer une plateforme à travers laquelle les dirigeants de systèmes pédagogiques différents pourraient se confronter et s'exprimer. Il semble que les projets e-twinning comblent ce vide et élargissent les horizons d'une communication qui n'est plus intra-pédagogique, mais à présent interpédagogique. Et je pense que les bénéfices n'en sont que décuplés. Moi-même, j'ai eu cette expérience. Je confierai à mon ancien professeur de philosophie que la méthodologie de la dissertation à la française que j'ai apprise en cours de français et de philosophie à Sèvres fait ravage aux États-Unis. Et la rigueur de ce système de raisonnement et son processus d'argumentation dialectique sont particulièrement appréciés. Cela dit, étudier aux États-Unis m'a aussi permis d'expérimenter avec d'autres formes de rédaction, souvent plus fluides et ainsi parfois moins contraignants qu'en France. Mon deuxième point est que la communication entre établissements scolaires s'inscrit directement dans le projet européen lui-même. L'Europe moderne revendique une identité qui est en rupture avec le passé. Ainsi, le projet débute en tant que projet de paix, après 2 guerres, certes mondiales, mais surtout européennes. Aujourd'hui, l'Europe tente de créer une identité qui existe par-delà les différentes nations européennes, mais on se demande comment concevoir une nation européenne si celle-ci est divisée en termes de religion, ethnie, histoire et donc nationalité.
Dans ce contexte, la communication entre établissements scolaires constitue peut-être l'identité européenne à son niveau le plus direct. Une conscience européenne ne sera développée que du bas vers le haut à travers ce type d'échange. Peut-être donc le processus d'échange même, et non pas son aboutissement, représente l'identité européenne telle qu'elle se conçoit aujourd'hui. Le projet Europe Éducation École est né en 2004-2005, au moment où se préparait ce qu'on appelait à l'époque l'élargissement de la communauté européenne et choisit d'utiliser massivement les nouvelles technologies. Alors quels sont ces objectifs? Jumeler autant que possible la pratique pédagogique et l'enseignement avec les nouvelles technologies. C'est un pari qui a été rendu possible par le rapprochement donc, du lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres avec le CRDP de l'Académie de Versailles. Avec les ressources des uns et des autres, nous avons décidé de valoriser au maximum ce qu'on appelle les TIS, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. L'objectif en développant des interfaces de visio, c'était effectivement de faire en sorte que l'enseignant lambda puisse en un tour de main entrer en contact avec ses correspondants à l'étranger. L'idée, ça a été effectivement de développer des interfaces technico-pédagogiques très simples. La visioconférence est relativement polyvalente. Elle permet non seulement de diffuser en direct une conférence ou un débat, mais également de diffuser des clips vidéo, de diffuser des images, des diaporamas. C'est un ensemble relativement polyvalent qui permet une interactivité simultanée avec un nombre illimité de participants et donner la parole aux uns et aux autres simultanément. Commencez avec ce groupe a cappella parce qu'ils sont vraiment enthousiastes de vous montrer cet aspect de notre école. Le théâtre et la musique sont très importants pour nous. Deuxième objectif était de permettre aux élèves de débattre avec des personnalités de la vie universitaire, de la vie culturelle, de la vie politique, de l'école et du rôle de l'école ainsi que de l'éducation dans l'avenir de l'Europe. Pour moi, c'est une expérience pratique et ça me permet de prendre plus ou moins l'habitude de m'exprimer devant des caméras. C'est à la fois intéressant sur le plan pédagogique et en même temps c'est divertissant. Nous avons voulu également développer un projet de travail en réseau, un projet d'enseignement qui puisse se partager au-delà d'une classe avec d'autres établissements locaux, d'autres établissements européens, voire des établissements à l'autre bout du monde si le besoin s'en faisait sentir. Cher monsieur De Peretti, vous avez été d'une patience infinie avec nous. Auriez-vous la gentillesse de nous donner votre sentiment sur ce que nous devrions faire? Vous avez fait une belle démonstration des possibilités technologiques qui sont maintenant disponibles et qui ont permis de faire qu'on a eu des correspondances et des présences qui ont été possibles en communication avec enfin, tous les pays que vous avez vus, de Bratislava jusqu'à Rhodes, en passant par tous les autres pays et Bruxelles en particulier. Ma première réaction, c'est de dire aux jeunes qui sont là, eh bien, vous avez une chance fantastique. Parce que votre génération va assister à la naissance d'une nouvelle civilisation techno-scientifique, techno-spirituelle, assez extraordinaire qui est en train de commencer. Vous allez la voir, vous allez la voir. Vous êtes vraiment des vénards par rapport aux autres générations qui se sont succédées jusqu'à vous. Alors ceci posé, je le disais à M. Cavada tout à l'heure, une petite rectification à ce qu'il disait sur les jeunes qui avaient, donc, après la guerre de 14-18, été un peu écrasés par, évidemment, cette épouvantable saignée, cette difficulté en attendant la suivante. Mais je lui disais, attention, il y avait ces jeunes écrasés, mais il y avait des jeunes de vos âges qui, eux, n'étaient pas écrasés. Et personnellement, en 1932, j'avais 16 ans, en 1932, eh bien, avec des camarades, nous avions pris notre destinée de lycéens en main
et nous dialoguons. Moi, je correspondais avec un des grands professeurs à la Sorbonne qui était, comment dirais-je, un des grands médiévistes de la Sorbonne, et je discutais avec lui sur l'organisation du baccalauréat. J'avais 16 ans, car l'idée pour nous, c'était, nous ne sommes pas des élèves qui restent statiques par rapport à l'enseignement qui nous est communiqué, nous sommes des coopérateurs avec nos collègues enseignants, avec nos enseignants, je dis nos collègues pour moi, avec nos enseignants, nous sommes des coopérateurs, des coacteurs. Vous l'avez d'ailleurs lancé, le mot d'acteur. Cette génération, à 30 ans, elle s'est trouvée, si vous voulez, présente dans tous les ministères, dans les cabinets des ministères, dans les journaux, etc., dans la 30 ans. Et nous avons bagarré ensemble avec un certain nombre de personnes. Je pense à mon ami Edgar Morin et à bien d'autres également, à Jean Daniel et à quelques autres. Nous avons bagarré pour la décolonisation parce que nous étions conscients de ce que réclamaient les jeunes de nos âges qui étaient dans les pays du Maroc, du Tunisie, etc. J'ai représenté Robert Schuman auprès de mon ami le roi Mohamed V, ainsi que le président de la République de l'époque, et nous avons travaillé ensemble tout jeunes, la génération de 30 ans. Et alors vous, votre génération, il faut vous apprêter à ça très vite, à pouvoir entendre parler des choses. Il y a un mot pour moi qui répond à ce moment-là à votre préoccupation, c'est le mot organisé. Organiser. L'enseignement, c'est une organisation. Il y a à la fois ce paradoxe dont vous allez vivre, c'est qu'on a besoin de plus en plus de chacun d'entre vous dans son originalité. De même qu'on a besoin en Europe, de chacun des pays, on a besoin de plus d'Angleterre, de plus d'Allemagne, de plus d'Italie, etc. Je ne fais pas, vous ferez tous les autres pays, etc., de plus de France, bien sûr. De même qu'en France, on a besoin de plus de Provence, on a besoin de plus d'Alsace, on a besoin de plus de Bretagne, de même que dans chaque coin, on a besoin de plus d'originalité. Nous sommes les porteurs de l'univers de demain, nous sommes porteurs d'une originalité. Vous avez besoin d'être de plus en plus à la fois originaux et en même temps interdisciplinaires et en même temps interrelationnels et en même temps en relation intergénérationnelle et en même temps en relation internationale dans cette extraordinaire possibilité rendue possible grâce à ces technologies dont vous avez vu déjà les possibilités. Une chose qui est heureusement dans la plupart des pays mais qui en France n'est pas aimée. Il faut de l'humour pour vivre. Il faut de l'humour. L'humour, c'est justement de voir qu'à chaque instant, s'il y a des choses négatives, on va s'arranger pour que ça devienne positif. Quand nous avons été faits prisonniers de guerre, ma division, pour avoir défendu l'embarquement de toute l'armée anglaise et de toutes les autres armées à Dunkerque, et que nous sommes retrouvés en captivité, immédiatement, on a vu cet effondrement de l'armée française, réputée première armée du monde, qui a été écrasée en 3 semaines sous nos yeux. Bon, j'aime vous dire et avoir des millions et des millions de gens sur les routes qui rendaient difficile nos transferts de canons et de munitions. Eh bien, non, on a dit, c'est pas fini, c'est pas fini. On attend, mais on ne se laisse pas faire. Et effectivement, non. Pas de mépris possible, toujours de l'enthousiasme, toujours de la confiance, toujours de la possibilité. Et bon, c'est un petit début. Alors, ce ne c'est que, comme vous le voyez, qu'une espèce de minuscule petit appendice à votre réalité complexe technologiquement, mais qui fait bravo de ce que vous avez fait.